Hello, me voilà pour un deuxième épisode de PMA à cœur ouvert. Je vais parler de la suite des événements. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'avais eu un mauvais diagnostic du gynéco qui me suivait. J'étais toujours stressée quand j'allais la voir, je sais jamais bien, je me sentais jugée, je me sentais pas à l'aise. Je vous l'avais évoqué précédemment, j'avais commencé la PMA avec ma conjointe, mon ancienne conjointe, un peu trop rapidement, mais ça pareil, je vous raconterai pourquoi. Et j'ai pu lui dire à un moment donné, non, je ne veux pas faire d'enfant avec toi parce que notre relation, elle est dysfonctionnelle, elle est toxique. Et je ne veux pas mettre un enfant au monde dans une relation toxique, dans une famille toxique, c'était impensable. Ça a toujours été un critère pour moi de me dire, si je suis avec une personne qui n'est pas au rendez-vous, je veux pas que cette personne soit parent de mon enfant. Ça a toujours été un critère et je suis contente que ça soit encore ma boussole. J'ai pu lui dire cela et j'ai fini par la quitter parce que ça n'a aucun sens de rester avec quelqu'un avec qui on ne se voit pas faire un enfant. Donc si cette personne n'est pas assez bonne, entre guillemets, hein, sans jugement de ma part, pour mon enfant, elle n'est pas assez bonne pour moi non plus. Donc là, j'apprends à me choisir et à choisir de dire stop, de mettre des limites, tout simplement. Mais bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai eu un autre essai avec le même gynéco qui, quand je lui avais demandé pourquoi, à votre avis, ça n'a pas marché, elle me dit c'est comme ça. Il y a que, il me semble qu'elle m'a dit il n'y a qu'une chance sur 3. Il n'y a qu'une FIV sur 3 qui réussit. Donc voilà, moi c'est compliqué, moi qui aime la raison, moi qui aime les explications, même si je sais qu'il y a une part d'inconnu, hein, et je sais qu'elle ne peut pas tout savoir, elle peut pas. Enfin, si on savait pourquoi les FIV ne fonctionnaient pas, il y aurait plus de transferts qui fonctionnent. Donc j'étais très frustrée, pour être honnête de sa réponse, et puis même du diagnostic qu'elle m'avait donné. J'étais pas allée, j'y suis allée parce que, voilà, je vais pas vous mentir, hein, ça représente un coût, la FIV, que c'est couvert quasiment à 100%. Je dis quasiment parce que même si je suis remboursée à 100%, ça faut le savoir, et je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet, il y a quand même des frais qui ne sont pas remboursés. Donc il faut quand même avoir des sous, tout simplement. Bref, elle me prescrit un autre traitement, donc je prends sans discuter, c'est elle l'experte. Hein. Ça, ce qui est sûr, c'est que son traitement, je ne l'ai jamais remis en question parce que je ne suis pas médecin, encore une fois. Donc voilà la deuxième tentative, tout se passe bien, le personnel de l'hôpital est adorable, enfin de la clinique plutôt, est adorable, l'anesthésie se passe bien, tout se passe très bien. Et puis, malheureusement, il n'y a eu qu'un seul ovocyte de prélevé. Donc voilà, j'accuse le coup parce que la première fois, il n'y avait qu'un seul ovocyte, mais il a été fécondé et il a été transféré. Je me dis, cette fois-ci, ça peut être la bonne. Donc voilà, je reste un peu à l'hôpital, à la clinique, du coup, avant de rentrer. Et je rentre, donc ma soeur m'attendait à la maison, et moi, je rentre en prenant un Uber. Et ce qui est très marrant, je sais pas si c'est vraiment marrant, mais moi j'ai une copine qui me dit mais t'es bénie, t'as trop de bons signes dans ta vie. Bon, j'ai du mal à le voir, pour être honnête. Mais bref, cette conductrice de Uber, ce qu'elle me dit, parce qu'on discute, je me dis j'ai l'impression qu'elle fait partie de la commu. Donc je commence à lui parler de mon parcours. Et puis elle finit par se livrer à moi et me dire qu'elle aussi, alors je me souviens pas si elle est seule ou avec sa partenaire, mais qu'elle a un parcours PMA au même endroit que moi. Et elle m'a dit que le seul médecin qu'elle voulait pas, le seul gynécologue qu'elle ne voulait pas, c'est le gynécologue que moi j'avais qui me suivait depuis le début. Et je lui demande mais pourquoi? Parce que bon, j'étais un peu choquée. Et puis elle m'a dit que cette gynécologue avait tenu des propos homophobes il y a des années à son égard, en disant qu'elle ne voulait pas s'occuper de femmes comme ça, en parlant de femmes qui étaient queer ou lesbiennes. Et j'ai vraiment déchanté. Donc voilà, j'apprends ça, et forcément, mon gynéco, enfin le gynéco qui me suivait, m'avait vu dans ce schéma-là avec cette partenaire. Et je me demandais pourquoi le gynéco nous recevait aussi mal. Donc évidemment, hein, je pense au syndrome méditerranéen, voilà, on était deux femmes noires, en projet PMA, en couple, en plus deux femmes. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a de l'homophobie? Mais au final, en PMA, des couples gays, il y en a beaucoup quand même. Donc c'est quand même un comble. Et puis le fait de rencontrer cette conductrice de Uber m'a fait dire qu'en fait, peut-être que le fait que je sois une femme noire et en plus une femme qui n'est pas hétéro, ça faisait un peu trop pour ce médecin. Et c'est peut-être pour ça que j'avais pas assez de soins. Et c'est vrai que ça m'a fendu le cœur parce que c'est dur, c'est éprouvant psychologiquement. Et quand tu es face à des personnes qui ont des biais, des jugements à ton égard, c'est très dur. Et donc, voilà, j'en discutais avec elle et puis je lui dis merci au final parce que
J'étais déjà pas à l'aise avec ce médecin, mais là, j'étais sûre que s'il y avait une autre tentative, je ne voulais pas que ce soit avec ce médecin-là, parce qu'elle m'a traité beaucoup trop mal. Je me sentais vraiment mal en sa présence, mal quand j'étais dans son cabinet. Je ne pouvais pas poser les questions que je voulais, je ne me sentais pas écoutée, je sentais qu'on ne prenait pas soin de moi. Et donc en rentrant, donc ma sœur m'attendait, donc on a mangé ensemble. Elle me soutenait parce que je passe par une phase un peu difficile de ma vie. Et puis je reçois un appel du laboratoire, je me dis, oulala, c'est pas normal. Mais je garde mon calme, je ne prends pas de conclusion hâtive puisque je ne sais pas ce qu'on va me dire. Mais là, ça tombe, la mauvaise nouvelle, l'ovocyte qui a été prélevé ne peut pas être fécondé, n'est pas viable, n'est pas suffisamment mature. Et là, je m'effondre. La personne que j'ai au bout du fil me dit, on va réfléchir à ce qu'on fait de votre cas. On a une réunion jeudi. Je pense que jeudi, c'était le lendemain, dans mes souvenirs. Et je lui dis, ok, comme en fait la petite paillette, comme on l'appelle dans le milieu, n'a pas été utilisée, potentiellement, je peux avoir une autre chance. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, elle a été cassante, cette gynéco. Par exemple, quand je lui ai posé des questions sur pourquoi ça ne marche pas, voilà ce qu'elle m'avait dit. C'est comme ça, une chance sur 3, basta, sans explication. Elle n'expliquait pas forcément les traitements, ce que ça faisait. Après, ça c'est la France, elle ne parlait pas forcément de tout ce qui est complément alimentaire. Elle m'a prescrit du Gametix, qui est un bon produit, je pense. Mais voilà, rien de plus. Et donc voilà, j'étais un peu déçue. Et puis même, la biologiste du Sécos m'avait dit à l'époque, si vous tombez enceinte, il est possible qu'on vous donne une autre chance. Et moi, quand j'avais dit ça à cette gynéco, elle m'avait dit, si ça tenait qu'à moi, vous n'aurez pas d'autre chance. Waouh. Autant de bienveillance, c'était dur. Honnêtement, j'ai eu envie de pleurer. Et je me suis dit, waouh, comment tu peux avoir aussi peu de bienveillance et de tact à l'égard de tes patientes. Enfin, à l'égard de moi, parce que honnêtement, encore une fois, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle avait des très bons avis sur Google. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai pas vu d'avis de personnes noires. Donc bon, il y a peut-être un petit signal. Et donc c'est pour ça qu'il me tient à cœur de mettre des avis maintenant partout où je vais, surtout dans le milieu médical. Parce que moi, j'ai mes photos sur les réseaux. Et quand je mets un avis sur Google, on voit que je suis une personne noire et ça peut rassurer au final d'autres femmes ou hommes noirs derrière. Même si, ça ne veut rien dire, mais c'est pas garant d'un soin correct. Mais en tout cas, ça donne une indication. Et puis, donc voilà, donc c'est ce qu'on m'annonce. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai pleuré, ma sœur m'a réconfortée et tout. Et hop, j'ai reconnecté mes neurones, entre guillemets. J'ai rappelé la biologie, je lui ai expliqué que je me sentais pas bien avec ce gynéco. Je lui ai expliqué que je voulais changer de médecin. Et elle m'a dit, en gros, qu'ils travaillent tous ensemble, les gynécos, et qu'on verra jeudi. Bon, mais moi, je m'arrête pas à ça parce que ce qui est sûr, c'est que je veux qu'on prenne soin de moi. Moi, mon corps, il est important. Et même si y a une partie d'inconnu dans la FIV, dans la PMA en général, je veux me donner mes meilleures chances. Et oui, ce que je vais vous dire, c'est que la conductrice Uber m'avait aussi parlé du médecin qui la suivait. Et il s'avère que c'était le médecin qui m'avait fait le transfert de mon seul embryon il y a quelques mois et qui m'avait dit à l'époque, ce fameux gynéco, votre embryon, il est solide, c'est le seul, c'est un champion. Et il tient, on vous le transfère. La conductrice Uber dit que son médecin était un médecin qui était un peu progressiste dans la manière de fonctionner. Par exemple, c'était un médecin qui lui avait fait plusieurs ponctions, mais sans forcément féconder les ovocytes. Et du coup, elle avait un pack, je dirais, d'ovocytes potentiellement matures, prêts à être transférés plus tard. Et comme ça, elle ne grillait pas ses chances à chaque fois. Pourquoi lui le fait, pourquoi l'autre ne le fait pas, pourquoi il y a autant de différences entre les traitements. Elle m'a dit qu'aussi ce gynéco lui permettait de faire certains tests en Espagne, qui étaient autorisés. Parce que oui, ce qu'il faut savoir aussi, et dans les chaînes que je suggère, j'ai aussi suggéré la chaîne du collectif BAMP, si je le prononce bien. Je les suis de loin, mais je les suis quand même, et j'aime beaucoup leurs interventions. Ça me touche, ça me parle, et c'est juste, tout simplement. Et notamment, si je ne me trompe pas, en 2023, dans mes souvenirs, il y a eu 165 000 transferts. Et suite à ces 165 000 transferts, il y a eu 28 000 grossesses, en fait. Parce qu'en France, parce qu'on a peur de l'eugénisme, ou parce qu'on le condamne, on ne fait pas de tests sur les embryons. Et donc, du coup, on transfère des embryons qui ne sont peut-être pas viables. Et justement, il y a une personne, je pense qu'une personne qui a créé le collectif, dans mes souvenirs, qui a eu avec son conjoint 8 transferts en une année, et aucun
a tenu. L'embryon ne s'est pas implanté, elle n'est pas tombée enceinte. Et en fait, j'ai pas les coûts, il faudrait que je me renseigne, mais je me dis, l'État français, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce qu'au final, on veut qu'il n'y ait plus de naissance en France. Là, il y a des personnes qui sont volontaires pour faire des enfants. Et en fait, on ne met pas les moyens là où il faut. Et en plus de ça, c'est qu'on donne aussi des faux espoirs aux familles. Parce que moi, quand j'ai eu mon transfert il y a quelques temps, je me suis dit, il y a une chance, on y croit. Mais peut-être que mon embryon n'était pas du tout viable et je ne le savais pas. Et c'est dur en fait, parce que vous imaginez le ratio 28 000 grossesses sur 165 000 transferts. C'est fou quand même, c'est fou. Et je comprends la peur de l'eugénisme parce que voilà, on ne veut pas non plus avoir à choisir le géniteur avec des critères qui vont être les couleurs des yeux, peut-être, je sais pas moi, la taille, le compte bancaire, les études, etc. Mais ça, je comprends. Par contre, on va dire que on dépense trop d'argent dans tel ou tel domaine. Et là, clairement, c'est un exemple flagrant. Je me dis, mais des fois, je me demande qui est-ce qui nous gouverne. Moi, ça me fait halluciner. Et au final, on préfère déjà donner des faux espoirs aux femmes, aux familles, aux couples. Et puis, dépenser de l'argent, en fait, tout ça parce que, soi-disant, sous couvert d'éthique, on ne veut pas faire de tests sur les embryons. Je ne suis pas experte encore une fois, mais peut-être qu'en faisant ces tests, on parviendrait à se dire, voilà le problème, voilà le traitement qu'on pourrait faire, voilà une autre technique qui serait plus adaptée. Non. Donc pour moi, on va à l'aveugle et c'est très triste. Du coup, je reviens sur mon histoire. J'ai raccroché après avec cette biologiste de la clinique et puis je me suis dit, mais moi, je veux plus qu'elle me touche en fait. Je veux plus qu'elle s'occupe de moi. Bon, sachant, petite parenthèse, que vu qu'ils travaillent ensemble, c'est possible que pour le prochain essai, c'est elle qui me fasse la ponction. Hein. Ça, j'avoue, c'est une angoisse. Vous n'imaginez pas à quel point. Bref. Et du coup, moi, je me dis, je vais sur Doctolib. Je vais voir si ce fameux docteur, c'était un homme, est disponible. Et qu'est-ce que je vois ? Je le vois disponible le lendemain, juste avant la réunion. Et là, je me dis... Alors, je me dis pas que c'est un signe, mais j'y vais. Je fonce, je prends le rendez-vous. Je vais dans son cabinet avec ma sœur, il m'accueille très très froidement, il me coupe la parole, il questionne les raisons de ma présence parce que la veille j'ai eu une ponction et là je suis dans son cabinet et je lui explique ce qui se passe. J'ai un peu les boules parce que je dois encore une fois m'expliquer et je dois encore me défendre là où on devrait prendre soin de moi, mais je me dis que c'est ok. Et puis il me titille en fait, il me dit vous savez, il n'y a rien de magique, peut-être que ça va pas marcher. Dans ma tête je me dis mais tu me prends pour une conne ou quoi ? Tu penses que je ne sais pas que changer de médecin, ça ne signifie pas réussite de la FIV à 100%. Mais bon, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout impulsive. Donc cette pensée, j'ai gardée dans ma tête. Par contre, je vais expliquer que je ne critiquais pas le fameux docteur qui me suivait jusqu'à présent, mais que des propos homophobes plus un mauvais diagnostic m'amenaient dans son cabinet. Et puis, il a fini par me dire, mais du coup, si ça ne marche pas, vous faites quoi ? Et en fait, là, je pense que j'étais un peu, je dirais pas insolente, mais un peu plus tranchée dans mes réponses. Et je lui ai dit, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est mon projet de vie, en fait. Si ça ne marche pas en France, j'irai ailleurs. J'irai à l'étranger. C'est le projet. Et là, il s'est détendu. Il a compris que c'était pas juste un caprice. Mais bon, voilà. Même là, en parlant, ça me rend triste parce que devoir autant se battre, là, on doit recevoir du soin. Et de la douceur au final, et de la bienveillance, c'est pas trop demandé. Enfin, c'est déjà un challenge de dingue de passer par la PMA. Et je parle même pas de passer seule par la PMA parce que c'est pas le fait d'être seule, parce que comme mes proches me disent, je ne suis pas seule. Et je me sens pas seule dans cette PMA. Mais ce qui m'épuise, c'est plus le fait que je doive me battre à chaque fois pour prouver ma bonne foi. Mais bon, voilà, moi, ma sœur, elle est un peu plus bisounours que moi. Et elle me dit, non, mais c'est normal. Il voulait juste tester, s'il se bat pour toi, il veut être sûr que tu veux vraiment être mère. Là, il a compris. Et c'est vrai qu'après, il s'est déridé. Il m'a dit, je vais tout faire pour qu'on y arrive ensemble. Une phrase qui m'a donné envie de pleurer, même là, en y repensant. Parce que l'autre gynéco que j'ai eu jusqu'à présent m'avait jamais dit ça. Il y avait zéro soutien. J'étais vraiment un numéro. Et elle prenait pas soin de moi. Et c'était pas un projet à deux. Ça se voit que ça lui tenait pas à cœur, quoi. Mais bref, voilà, je sors de son cabinet, triste, mais en même temps soulagée. Et puis je me dis, écoute, on va voir s'il va me rappeler pour me dire s'il me prend bien comme patiente et que j'ai droit à une autre chance. Parce que la paillette, elle est là. C'est dommage de la détruire, sachant que les dons, on n'en a pas tant que ça. Encore moins les dons des phénotypes rares, c'est-à-dire
maghrébins, afrodescendants, asiatiques et autres. Et donc là, c'est débile. Je veux dire, en France, apparemment, on a de l'argent à jeter par les fenêtres. Et ben, donnez-moi encore une chance. Et donc, au final, voilà, il me rappelle. Et puis depuis, je suis suivie. Et la suite au prochain épisode, parce que j'aurai une dernière tentative en France. Et j'ai hâte. J'ai hâte, d'une part, parce que j'ai envie que ça marche. Et je me dis, ben, c'est possible. Parce qu'il y a plus de bienveillance, parce que je me sens aussi mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps. Mais aussi parce que ben, si ça marche pas, et ben, j'irai à l'étranger. Et là, le suivi, il sera différent. Là, il y aura des choses qui seront beaucoup plus pointues en termes de recherche, en termes de traitement, en termes d'accompagnement. Et en plus, ce qui est complètement débile pour revenir sur la gestion du sujet de la PMA en France, c'est que la France rembourse une partie de la PMA à l'étranger. Donc, moi, je comprends pas. Je veux dire, que ce soit le Portugal, la Finlande ou l'Espagne, c'est pas loin de la France. Pourquoi il y a autant d'avancées dans ces pays, alors que nous, c'est pas le cas, quoi. Alors que, dans mes souvenirs, la France, c'est un des pays qui était précurseur dans le domaine de la PMA. Et en fait, on n'avance vraiment pas dans le bon sens dans ce pays. Bref, je vous raconterai plus tard la suite parce que voilà, je ne veux pas être trop longue, mais... Donc voilà, donc là je suis contente, mais je suis vraiment détachée. Il m'a donné un nouveau traitement, je me sens bien accompagnée. Je suis encore un peu stressée quand je vais le voir parce que j'ai plus d'1 an de suivi, on va dire, et de traitement avec une mauvaise gynéco, qui m'a maltraitée en tout cas. Il ne faut pas juger qui elle est parce que je pense que si elle est gynéco, elle n'a pas volé son diplôme. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est que pour voir si un médecin est bon, il faut lui demander, et je pense que personne ne me répondra franchement, le traitement à la fois médicamenteux et le traitement humain que tu me donnes, est-ce que tu donneras à tes propres enfants ? Et j'en suis sûre que là, la manière dont elle m'a traitée, elle aimerait qu'aucun médecin ne traite ses enfants de la sorte. Mon cœur, il est léger, dans le sens où je lui en veux pas, parce qu'on est en France et le racisme systémique, il est partout. Et c'est vrai que je suis épuisée de me rendre compte que même dans ces parcours de soins, je le sais, mais j'étais un peu naïve. J'ai oublié. Voilà, la charge raciale, je l'ai mise de côté. Et là, écoutez, elle est de retour, quoi. Même si j'ai un homme, médecin, gynéco, blanc, qui me traite bien jusqu'à présent, franchement, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Et puis, il est humain dans le sens où, même si des fois, il y a des petits jugements, par exemple, sur le fait du nombre d'enfants que je pourrais avoir en tant que femme seule, en me disant, faites comme vous voulez, mais un enfant, c'est déjà bien. Franchement, si c'est que ça, ces remarques, c'est OK. Franchement, c'est OK. Parce que quand il me dit, on va tout faire pour y arriver ensemble, j'ai envie de lui faire un câlin. Vraiment, j'ai envie de lui faire un câlin. Tellement ça me fait du bien d'entendre du soin parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Bref, j'étais un peu plus longue que prévu, mais je voulais un peu raconter mes nouvelles aventures. Et hâte de faire un prochain épisode où je parlerai de la suite et notamment de la 3e tentative, voir si ça fonctionne. En tout cas, voilà, j'ai fini. Je ne sais pas où vous êtes dans votre parcours PMA. Je voulais vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de force parce que vraiment, ce n'est pas facile. Qu'on soit en PMA seul ou en PMA en couple, dans tous les cas, c'est une épreuve. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on entend, c'est que quand on est en PMA en couple, c'est aussi une épreuve pour la relation en vérité. Et c'est pas forcément plus simple au final. Donc voilà, on va y arriver. Et puis, je vous envoie beaucoup de love, beaucoup de bonnes ondes. Et voilà, il faut continuer à y croire et jamais rien lâcher. Moi, je le vois sur les groupes sur Facebook, parce que moi, je suis vieille. Je vois beaucoup de groupes de PMA à l'étranger, en France, dans différentes villes, etc., où il y a des success stories. Et ça prend des fois du temps. Quand je vois, ça fait 8 ans qu'on est en parcours et ça y est, bébé est là. En même temps, je me dis 8 ans, c'est dans longtemps. Je n'ai pas envie d'attendre autant, mais bon, c'est l'univers et mon corps qui décidera, et puis cet embryon qui décidera si ça fonctionne ou non. Et j'ai aussi une amie de ma sœur qui a 44 ans, est tombée enceinte. Là, elle va accoucher sans doute dans 1 ou 2 mois. Et donc, je me dis, c'est possible. Et donc, voilà. Je reste optimiste. Je continue mon combat, parce que là, c'est un combat en vérité. Mais le combat, je le mène en douceur. Et sans pression. Et puis, je continue à y croire. À très bientôt. Bye bye.